Salut. Aujourd'hui je te retrouve pour le bilan culturel du mois de juin. C'est la troisième fois que je tourne cette vidéo. La première fois ça s'est coupé et on entendait trop dans la rue. La deuxième fois il n'y avait plus de place sur ma carte SD et il n'y avait plus de batterie. Donc voilà. Au début du mois j'ai terminé Les Dieux ont soif d'Anatole France. Je l'ai découvert grâce à la chaîne de Emeline Galati, je la mettrai dans la barre d'infos. On va suivre Évariste Gamelin, qui est du coup tiraillé entre religion et rébellion. Tout le long du roman, on va voir l'évolution du personnage qui est extrêmement bien faite. Vraiment, c'est impressionnant. Il y a vraiment un questionnement de la justice. Est-ce que la justice doit passer avant les sentiments? C'est très bien écrit, ça met un peu de temps à se mettre en place, je trouve qu'il y a eu énormément de redites. Mais j'ai bien aimé, vraiment. Le deuxième livre que j'ai lu, et c'est vraiment une lecture en demi-teinte, c'est La vie est ailleurs de Kundera. Par où commencer? On suit Jaromil, de sa plus tendre enfance à l'âge adulte. Il y a la question de la découverte sexuelle, de la sensualité, de l'amour et notamment de la place de l'artiste, parce que lui-même se définit comme un artiste. Ce livre pose souci. En fait, en partant du postulat d'un roman d'apprentissage, c'était vraiment bien parti. J'étais happée par la lecture et en fait il y a eu trop de réflexions sexistes d'un coup, enfin faut vraiment en parler. C'est sexiste, c'est misogyne. La femme, elle est ultra objectivée, c'est incestueux, il n'y a aucune relation équilibrée dans ce bouquin. C'est tout à fait probable que ça soit le parti pris de Kundera. Mais alors vraiment, il y a des fois dans ma lecture où j'étais bouche bée tant c'était trop. Il y a notamment un passage où Jaromil a invité sa copine. Ils sont en train de faire l'amour, tout simplement. Et que la mère entend du coup les bruits et dit à son fils ta copine elle est malade, est-ce qu'elle a besoin d'un médicament ou de sirop, enfin je sais plus ce qu'elle lui propose et oui elle a ça, et il dit mais n'entre pas, et la mère entre, soi-disant déconcertée alors qu'elle sait très bien ce qui s'est passé, et la pensée de la mère en sortant de la chambre c'est j'aurais voulu être enlacée dans leurs bras, ou en substance c'est à peu près ça quoi. Non. Et puis l'objectivation de la femme, elle n'est pas que chez la mère. Et Jaromil est limite le personnage le plus naïf et le plus sensible, ce qui sert aussi sa recherche artistique. C'est très bien écrit, ça c'est sûr. Mais les hommes autour de Jaromil objectivent la femme tout le temps. C'est-à-dire que t'es avec quelqu'un, mais tu es attiré sexuellement par une autre femme, et bah tège la première, prends la deuxième, reviens à la première. Non, non. Et le livre est pas vieux. 1973. 1973, on a encore ça. Alors, quand on s'intéresse un peu à Kundera, on sait que c'était quelqu'un de très sexiste. Hein. Mais là, il n'y a pas moyen. Si je peux trouver des qualités au livre, alors c'est très très bien écrit, c'est sûr. Il y a un jeu dans les narrations qui est hyper beau, il y a des passages hyper oniriques, c'est très bien écrit. Par contre, ça sauve pas les propos. Si c'était vraiment la pensée de Kundera, je me pose des questions. En tout cas, pousser à ce point-là, c'est quand même déconcertant. Et pas dans un sens amélioratif. Le troisième livre que je vais présenter, il est en anglais, de Emily Brontë. Je dis pas le nom parce que mon accent est un peu médiocre. C'est dans la collection Penguin Classics. C'est un recueil de poèmes. Elle fait une introspection dans ses pensées les plus noires, je pense. Ce qui est très beau, c'est le côté très bucolique, parfois métaphysique, métaphorique, méditatif. J'avais jamais lu d'Emily Brontë et commencer par la poésie c'est plutôt une bonne chose. En plus dans cette collection c'est les tout petits livres, il fait 50 pages, un truc comme ça. En Angleterre ça coûte une livre et en France ça coûte 1,30. Si vous voulez essayer l'anglais, pourquoi pas. Après j'ai lu un roman graphique de Pénélope Bagieux, Page blanche. On suit une jeune femme qui se réveille sur un banc et elle se rappelle de rien. Elle ne sait rien de qui elle était, rien de sa vie précédente. Elle mène une enquête sur elle-même. C'est très léger, très agréable à lire. Si vous le trouvez d'occasion, ça a été mon cas, j'ai trouvé sur un marché parce que c'est vrai que le roman graphique coûte extrêmement cher. Payer 25-30 € pour un roman graphique que je vais lire en une demi-heure, 40 minutes, bah ça m'embête un peu hein, concrètement. Et le dernier livre, c'est Des hommes sans femmes d'Haruki Murakami.
cette couverture est magnifique. Je l'avais déjà présenté dans les livres que je voulais lire cet été. Je l'avais déjà commencé, j'avais terminé la première nouvelle. Et en fait 2 jours après j'ai terminé le bouquin entier. J'ai adoré l'écriture. On sent l'influence de Kafka, mais il a vraiment puisé dans l'essence de Kafka. C'est des sortes de contes initiatiques qui sont souvent malheureux. C'est des hommes dont on voit les relations antérieures avec des femmes qu'ils ont aimées ou qu'ils n'ont pas aimées. Il y a vraiment une image de la femme mystérieuse, peut-être limite comme une légende fantastique, une beauté d'écriture. C'est beau, tout simplement. Pour les films, j'ai vu beaucoup de films, mais je suis pas allée au cinéma, j'ai pas eu le temps, vraiment je cours partout en ce moment. Je vais vous parler de quelques-uns, majoritairement ils se trouvent sur Netflix. Elisa et Marcella, qui est une production de Netflix, qui est un film espagnol qui raconte une histoire d'amour entre 2 femmes. Je crois que c'est dans les années 20. C'est beau, c'est filmé en noir et blanc. Il y a une importance qui est donnée, il y a vraiment un sens du détail. La manière de filmer les peaux est magnifique. Au-delà de l'intrigue, les scènes de nu, d'amour sont très belles. Après j'ai vu The Neon Demon. Je trouve ce film très beau, mais j'ai du mal à me faire un avis. Les effets, les choix visuels, que ça soit dans la couleur, dans les formes notamment, sont toujours en rapport avec l'histoire. L'histoire, c'est une jeune fille de 16 ans qui veut faire du mannequinat et qui vient à Los Angeles. Et elle devient mannequin. On voit comment elle vit ça, comment elle est entourée, comment elle se développe par rapport à ça. On parle pas beaucoup dans ce film. Il me semble que c'est le réalisateur de Drive, Only God Forgives. On retrouve ce qu'il y avait déjà dans ses films précédents, avec très peu de paroles, très axé sur l'esthétique de l'image. C'est l'un de ces films que je préfère parce que de un, pour une fois, il filme une femme et des femmes. Il y a des atmosphères spécifiques à chaque séquence, que ça soit au niveau des couleurs ou de la lumière. Il y a une alternance entre les images un peu immaculées, toutes blanches, et les scènes très sombres. On entre vraiment dans un monde de perception différente au nôtre, très perturbant comme visionnage. Dernier film dont je vais parler, j'en ai vu d'autres mais ça ferait beaucoup, ça serait pas extrêmement intéressant. La vidéo durait des heures. Okja, alors je suis grave en retard, mais avant d'aller voir Parasite, je voulais voir un autre film de Bong Joon-ho. J'ai adoré. C'est dystopique pour ceux qui en auraient pas entendu parler malgré la polémique qu'il y a eu quand il est sorti et qu'il a été présenté au festival de Cannes. Okja, ça traite de l'environnement. C'est l'histoire d'une petite fille qui est amie avec une créature issue d'une transformation biologique de cochon, pour être un peu rapide. On entre dans l'idée de l'industrie animale reprise sur notre système actuel, et j'adore la manière que le réalisateur a eu de traiter son sujet, assez original. Peut-être l'une des premières fois que je vois une fiction qui parle des problèmes écologiques de cette manière. Dans une fiction propre à elle-même, il mélange ça au film d'action, il joue vraiment avec le genre et avec son message. Je suis contente d'avoir découvert ce réalisateur comme ça. Dead to Me est du coup l'histoire d'une femme tout juste veuve parce que son mari a été heurté par une voiture. Elle va à un groupe de parole et elle rencontre une femme hyper sympathique avec elle, mais elle sait pas trop pourquoi la femme est si avenante avec elle. Et donc on suit ça, donc c'est une série qui fait du coup une saison. C'est un format 20-30 minutes, hyper rapide. Moi je crois que je l'ai vu en une journée, 2 jours. Ça détend, ça passe le temps. J'ai vu Black Mirror, la dernière saison entière, les 3 épisodes que j'ai dû bouffer en une soirée je crois. Je suis assez contente de cette saison. J'ai beaucoup aimé le dernier épisode. Ils ont pensé et poussé la chose vraiment très loin. 3 épisodes, parce que ouais, cette saison il y en a que 3, j'étais un peu dégoûtée de ça. Je trouve qu'il y a des climats hyper différents entre les épisodes. Alors c'était le cas dans les saisons précédentes, mais c'est vrai qu'il y avait des choses qui me semblaient un peu redites dans telle ou telle saison, des épisodes les uns avec les autres. C'est vraiment des univers distingués. J'ai un peu rattrapé ma déception de la saison précédente ou celle d'avant. Je sais plus, il y avait une des saisons qui m'avait un peu déçue, ouais. Je vais parler de musique. J'en avais pas parlé dans le dernier bilan culturel. Là j'ai réécouté pas mal de vinyles. Je mets ça le matin quand je lis, j'ai plus cours donc c'est un peu agréable. Je me prends 45 minutes, 1 heure pour lire avec la musique derrière. J'ai réécouté l'un des vinyles que j'aime le plus au monde et l'un des albums que j'aime le plus au monde. C'est Chet Baker du coup. Magnifique. Chet Baker, du coup, il était trompettiste et chanteur. Donc, dans cet album, on a vraiment des morceaux que j'affectionne particulièrement. I'm Old Fashioned, Everything Happens to Me, tout en fait. J'ai l'impression de pas lui faire honneur tant ce qu'il fait est beau. Des standards de jazz qui sont repris, comme la majorité des albums de Chet Baker en fait. Il a une voix absolument envoûtante et c'est indescriptible en fait.
c'est vraiment sublime. Dans cette même lancée de vinyle, c'est pas du jazz, c'est du Debussy. Petit vinyle trouvé dans une boutique à Bruxelles il y a genre 1 an. J'ai dû payer ça 1 balle. Je me sens pas légitime à développer parce qu'en fait je ne connais pas assez de choses pour en dire plus. La seule chose que je peux en dire c'est que c'est très beau, très relaxant aussi, que j'ai beaucoup écouté ce vinyle. La dernière artiste, Da Sultana, c'était dans mes propositions Deezer. J'ai pas de titre en tête là tout de suite, je pense que je mettrai 1 ou 2 titres barre d'infos et sur l'écran. C'est très indie, très détente, hyper agréable. Pour ce qui est des podcasts, j'ai découvert Chicane. C'est des interviews de femmes qui sont dans le milieu du cinéma. Elles questionnent la représentation des femmes, la place des femmes, la manière dont sont reçues, traitées les femmes au sein du cinéma français. Épisode avec Camille Cotin, j'ai bien aimé. Il me semble qu'il y a eu Sandrine Bonner aussi. Assez instructif, on suit des parcours de vie. Contente d'avoir un podcast qui traite de parcours de femmes, qui se veut féministe, qui lit ça au cinéma. J'ai écouté Programme B, dont vous avez sûrement entendu parler un peu partout si vous regardez des bilans culturels et autres. C'est une émission d'infos, d'actualité, avec des phénomènes de pop culture notamment. Je sais qu'il y avait le Internet Boyfriend ou quelque chose comme ça. Je recommande la série La grève des femmes en Suisse. C'est hyper instructif. Je savais pas du tout que ça se passait comme ça en Suisse. Je savais pas que le droit à l'avortement il a été OP qu'en 2005. On voit que dans un pays qui est aussi proche d'une autre, il y a tellement de différences et c'est important. Même si vous n'écoutez pas tous les épisodes, écoutez ces 3 là. C'est un format 20-30 minutes, c'est hyper instructif. Sinon, il y a Sisters, c'est des interviews de femmes qui font l'actualité, qui veulent changer le monde sur la tech for good, comment agir avec tous les outils technologiques. Aussi sur la fast fashion, dont on entend beaucoup parler en ce moment, mais je pense que c'est pas une mauvaise chose de faire un rappel. C'est que des femmes qui expliquent leur concept, d'où ça leur est venu. Donc c'est cool aussi, on est contente. Le dernier, c'est Miroir Miroir, qui est une émission féministe qui traite de sujets quant à l'image des femmes, aux représentations. On va traiter de la place des femmes racisées en France. Il me semble qu'il y a des femmes enceintes. Il y a plein d'épisodes hyper intéressants. Il y avait la question de l'image des femmes asiatiques dans un des épisodes que j'ai trouvé hyper intéressant. Elle prend plusieurs points de vue. Elle a interviewé 3 femmes, il me semble. Ça parle de l'objectivation, de discrimination précise, instructif là encore, sur des réalités que même en étant femme on peut ne pas connaître et c'est toujours bien d'apprendre. Dans tous ces podcasts que je vous ai cités, je pense qu'il y a vraiment une question d'apprentissage sur des phénomènes sociaux. Je suis allée au musée. Je suis allée au musée des Beaux-Arts de Dijon qui a été restauré, ça doit faire 1 mois. J'allais voir du coup l'expo temporaire qui est Jan Peiming, L'homme qui pleure. C'est des toiles très sombres. Il y a beaucoup de nuances de noir, de gris, de blanc. Je suis pas experte en art pictural, mais il y a surtout des portraits. Les tableaux qui m'ont le plus plu, c'est tout un mur qui a été pris pour afficher les tableaux des 5 grands dictateurs actuels. Dans toute cette atmosphère très sombre, c'était intéressant de voir ces portraits. Ce que je reproche à l'exposition, ils ont refait le musée des Beaux-Arts, mais que c'est pas du tout ergonomique et qu'on se perd vachement. Moi, il y a tout un pan de l'exposition que j'ai failli louper parce qu'il fallait aller dans un recoin de machin, fallait monter un escalier pour revenir au rez-de-chaussée. Quand je parle d'ergonomie, je parle aussi du fait qu'il y a des toiles qu'on doit voir de loin et que 1 mètre de distance avec le mur qui est derrière le spectateur pour regarder un tableau qui a besoin de plus de profondeur en fait. On doit avoir une certaine distance. En plus c'était sur un coin du musée où c'était sombre, on voyait rien alors que le but de l'artiste était réellement dans les nuances des tableaux. Et à Paris, je suis allée à la Maison de l'Amérique latine et j'ai vu 2 expositions. Alors c'est très petit pour ceux qui se demandent. Du coup, Lisière de Solis qui est un artiste du Panama et Mésis de Barrios qui est un artiste du Guatemala. Lisière, c'est vraiment la représentation de la nature, comme c'est noté dans le titre. J'ai pas été hyper adepte des tableaux qui reprennent les couleurs de la nature, mais qui sont un peu ton sur ton. J'ai pas été sensible à ça. Après, il y en a quelques-unes qui étaient très belles, notamment avec des nuances de bleu. Ça fait penser à des sortes de troncs très fins. Mimésis, j'ai beaucoup aimé. Il y a énormément de détails. C'est très fourni. Limite, on dirait de la linogravure, tant c'est fin, tant c'est appliqué.
comme travail esthétique. Là aussi il y a un intérêt pour la représentation de la nature. Quand on arrive dans la maison de l'Amérique latine, il y a l'entrée et une ouverture à droite et il y a tout un mur qui a été pris pour une œuvre de l'artiste avec des pointes de couleur. Le fait de voir ça sur un grand mur avec du coup de la lumière, c'était hyper cool. Et même dans ces petites œuvres, il y en a qui sont juste avec des lignes noires et d'autres avec des couleurs et j'ai trouvé ça intéressant, l'alternance des deux et puis vraiment le sens du détail dans son travail. J'ai beaucoup aimé. Et la dernière chose dont j'ai envie de parler, c'est une chaîne YouTube, c'est la chaîne d'Antithésie. Alors elle est déjà assez connue, je pense que vous connaissez déjà, mais j'ai découvert ça vraiment genre le 30 ou le 31 juin. Je crois que j'ai vraiment binge-watché une bonne partie de ses vidéos, je la trouve intéressante. Elle traite de sujets surtout sociaux et philo en fait. Elle m'a fait réfléchir sur des questions que je me posais déjà, mais elle a réussi à mettre des mots dessus. Je vous conseille notamment la vidéo sur l'agisme. Il y en a plein d'autres en fait, je vous conseille juste d'aller voir sa chaîne si vous connaissez pas, ce qui m'étonnerait, mais vraiment révélation quoi, c'est fou. Elle m'a fait beaucoup réfléchir, elle a réussi à mettre des mots sur des choses que je pouvais remarquer dans la société mais sur lesquelles j'avais pas encore réussi à poser mon propos. Ça m'amène à vouloir faire des vidéos plus travaillées et sur des sujets plus sérieux. Ça viendra sûrement, j'ai déjà écrit quelques petites choses. Après il y a toujours la question de la légitimité qui est là, est-ce que qui suis-je pour parler de certains sujets. Je crois que j'en ai terminé. Si vous voulez voir d'autres choses auxquelles j'ai pu être sensible, si vous voulez voir mes notes sur Sens Critique, je vous mets le lien en barre d'infos. Je vous mets aussi mon compte Instagram. Je vous invite à vous abonner, à aimer la vidéo et à me laisser des commentaires surtout parce que ça fait toujours plaisir d'avoir des retours. Voilà, on se retrouve rapidement. Salut! That love would turn the trick to end despair.